On approche de la fin de l'année 2023 et qui dit nouvelle année dit évidemment qu'il est l'heure de souhaiter tout un tas de bonnes choses à vos proches et à tout le monde d'ailleurs. J'en profite pour vous remercier du soutien que vous continuez d'apporter à la chaîne. On a dépassé les 5000 abonnés, ce qui fait beaucoup de personnes et on peut d'ailleurs bientôt remplir le Zénith de Paris à nous seuls. Si vous me suivez, c'est probablement que vous aimez le MMA et comme moi, vous rêvez peut-être parfois de pouvoir vous saisir d'une baguette magique et faire quelques modifications pour adapter le sport à votre convenance. Malheureusement, je n'ai pas ce genre de sorcellerie à ma disposition, donc je vais devoir me contenter d'espérer que les changements s'opèrent et que mes souhaits se réalisent. Cette liste est un mélange de modifications que je trouve nécessaires et de souhaits un peu plus personnels pour des combattants spécifiques, mélangeant la nécessité et mes désirs comme tout bon autocrate qui se respecte. J'ai beaucoup plus de souhaits que ça pour le MMA en 2024, mais j'ai décidé de garder la liste courte et de rester dans le domaine du réaliste en proposant des choses qui sont concevables en 2024, bien que certaines vont peut-être vous sembler un petit peu farfelues. Vous êtes sur la chaîne des Journeymen et voilà mes 10 souhaits pour le MMA en 2024. Numéro 10, la fin de Power Slap. J'ai été très heureux lorsque TBS a annulé la diffusion de la seconde saison de Power Slap à cause des audiences catastrophiques de la première saison. Mais lorsque Dana White a annoncé une série de soirées à l'Apex, des ceintures et des catégories de poids, j'ai dû me résoudre à constater que Power Slap était là pour rester. Je déteste ce sport et j'utilise le mot sport très largement parce que Power Slap est un concours de claques qui est un concept qui devrait être réservé aux vidéos virales sur Instagram mais qui n'a rien à faire dans le packaging sportif de la plus grande promotion de combat au monde. Parce que ce n'est pas tant le concept qui me dérange en tant que tel, même si je trouve rien de bien attirant dans le fait de regarder des adultes se mettre des tartes dans la gueule, mais ce que je déteste particulièrement, c'est à quel point Dana White essaye de nous l'imposer. Power Slap n'est pas le succès marketing qu'il prétend qu'il est. Ce n'est évidemment pas comparable à la NBA en termes d'audience comme il le prétend, et surtout, je déteste que ce soit associé de fait avec l'UFC et le MMA. Dana White a travaillé dur pour changer la perception du grand public sur le combat libre, et même s'il a probablement l'impression qu'il entame une nouvelle croisade avec Power Slap, ce n'est pas le cas. Il n'y a rien de comparable entre le MMA et un concours de claques. Il n'y a pas de mécanisme de défense, il n'y a pas d'histoire martiale, ce sont des claques dans la tête, et je ne vais pas prétendre qu'il a quelque chose de plus à y comprendre pour faire plaisir à un cinquantenaire chauve qui s'ennuie visiblement un petit peu trop. Et je dis ça avant même d'évoquer les très évidents risques pour la santé des participants. Le très célèbre Dr Bennet Omalu a d'ailleurs demandé l'arrêt immédiat de Power Slap à cause de ses risques pour le cerveau, et si vous ne savez pas qui est le Dr Bennet Omalu, c'est un peu normal, mais sachez que c'est l'homme qui a mis en lumière les conséquences sur le long terme de la pratique du football américain sur le cerveau et qui collabore avec le Congrès sur ce genre de sujet. Entre autres termes, il s'y connaît plutôt pas trop mal. Power Slap est une horreur qui n'a rien à faire à la télé, le fait que des commissions sportives l'autorisent est un scandale, et surtout, je ne veux plus voir 10 publicités pour le show à chaque fois que je regarde une soirée sur le Fight Pass. Numéro 9, que l'UFC se sépare de Tony Ferguson. Il n'y a qu'une seule entrée qui concerne un combattant particulier, ce qui suffit à vous indiquer à quel point j'ai envie que Tony prenne sa retraite. J'adore Tony Ferguson, et si vous avez vu ma vidéo sur les combattants qui n'ont pas su s'arrêter à temps, vous savez que c'est un sujet qui me touche particulièrement et que je ne prends pas à la légère. Tony aura 40 ans en 2024, il est sur une série de 7 défaites et son niveau d'opposition ne fait que chuter de combat en combat. Il semble évident qu'il ne s'arrêtera pas de lui-même, et même s'il reste un combattant populaire, c'est à l'UFC de mettre un terme à sa carrière dans l'organisation si Tony s'y refuse. Je sais que beaucoup pensent qu'il combattra ailleurs quoi qu'il arrive, mais je n'en suis pas si sûr. La mentalité de Tony est d'être le meilleur du monde et il sait bien qu'il n'y a qu'à l'UFC qu'il peut le prouver. Mais si l'inquiétude de le voir affronter des mecs en bare knuckle existe réellement, nous autorisons spécialement l'UFC à l'enfermer dans un contrat pour faire du grappling sur le Fight Pass. En réalité, avec cette entrée, j'ai un double souhait. Que l'UFC se rende compte que cela fait mal aux fans de voir Tony se faire décimer combat après combat, mais surtout, que Tony s'en rende compte aussi. Je n'ai aucun doute qu'il pense fermement qu'il peut redevenir le meilleur du monde parce qu'il appartient à une certaine gamme de compétiteurs addicts et aveuglés. Je sais que beaucoup de fans pensaient que Paddy Pimblett était un adversaire à sa portée et que l'UFC lui avait trouvé un adversaire convenable, mais dans les faits, Paddy est un prospect de 28 ans, invaincu à l'UFC et qui est un gros poids léger sur le plan physique. La promotion s'est servie de ce qu'il reste du souvenir de Tony Ferguson pour gonfler la popularité d'un jeune combattant. Ils l'ont déjà fait avec BJ Penn et ce n'est bien sûr pas la dernière fois que ce sera le cas, mais pour son bien, j'espère que Tony arrêtera les frais l'année prochaine. Numéro 8, de nouvelles signatures françaises à l'UFC. 4 nouveaux combattants français ont concouru à l'UFC en 2023, Kevin Jousset, Nora Cornol, Yanis Guémouri et Morgan Charrière. Cette année a aussi été l'occasion du retour de Taylor Lapillus et de la signature d'Oumar Sy dont on attend encore les débuts. Et évidemment, les signatures des combattants français devraient continuer en 2024. Le sport est en train d'exploser en popularité et surtout, l'Europe est un terrain fertile financièrement pour le MMA, mais ça, on va en parler un petit peu plus tard. On a pas mal de bons prospects dans les différentes ligues régionales et je pense qu'on a quelques noms qui sont au bord d'une signature à l'UFC. C'est toujours difficile de prédire qui peut signer parce que ce n'est pas uniquement une question de niveau dans la cage. Il y a bien sûr plusieurs paramètres, à la fois sportifs et extrasportifs qui doivent rentrer en compte, mais si je dois mouiller, je dirais que les combattants français que je vois proches de l'UFC sont Baïsangour Shamsudinov Dibaki, Axel Sola qui est devenu champion d'Arès il y a quelques semaines et Amin Ayoub qui devait combattre à l'UFC Paris en 2023 et qui est sûrement encore dans les petits papiers de la promotion. Et évidemment, le cas Saladin Parnasse est particulier parce qu'il a le niveau pour être à l'UFC et pourrait probablement y signer quand il le veut, mais il fait beaucoup d'argent au KSW et il a tout à fait raison d'y rester pour le moment, quoi qu'en pensent les fans colériques
colérique. Saladin a 26 ans et il se fait plus d'argent que beaucoup de combattants classés de l'UFC, tout va bien pour lui. Si on étend cette discussion à la francophonie, on attend bien sûr la signature de Lawson Keita en 2024 que l'on soutiendra également. Le Belge est un très gros talent sur lequel il faut garder un œil. Du côté féminin, peut-être qu'Alexandra Tekena pourrait signer vers la fin de l'année si elle gagne encore 1 ou 2 combats, mais rien n'est moins sûr. On a une grosse génération d'amateurs aussi qui arriveront à maturité dans les années à venir, donc ne vous inquiétez pas, on a largement de quoi faire. Mon souhait pour cette année, c'est donc de voir des signatures supplémentaires, mais bien sûr, dans un contexte général, de voir de plus en plus de combattants français émerger, que ce soit sur la scène régionale ou ailleurs. Et d'ailleurs, en parlant de ça, numéro 7, plus de combats franco-français sur la scène régionale. Voilà un souhait qui ne va probablement pas plaire à tout le monde, mais j'aimerais voir plus de combats franco-français sur la scène régionale. Déjà, ce que j'entends par scène régionale, c'est les organisations françaises essentiellement. Donc l'ARSFC, Hexagone MMA, MMA-GP si ça existe encore, le KOF qui est en plein essor, l'AEF qui se lance dans le professionnel en janvier, etc., etc. Il y a plein d'organisations de MMA en France, et d'ailleurs j'en profite pour vous dire d'aller voir des galas près de chez vous. Ce n'est pas toujours du très haut niveau, mais la force du MMA français passera nécessairement par l'échelon local, donc c'est important de soutenir. Pour revenir au sujet, je sais que beaucoup de promotions font plutôt dans le français contre étranger, en donnant d'ailleurs souvent un adversaire un peu moins fort à nos combattants pour les faire briller, mais je pense que ça heurte une partie de l'intrigue des soirées. Je sais que certaines personnes n'apprécient pas les combats entre français, mais je dois dire que c'est quelque chose qu'Ares fait par exemple, et que je trouve vraiment bien, même s'il y a beaucoup de choses à redire sur leur façon de faire. Les combats entre Admin Ayoub et Lapillus en 2022 étaient très attendus, et cette année, les affrontements des frères Younousov contre Mustafa Aida puis Axel Sola ont donné lieu à de superbes ambiances, et aussi, il faut dire, de très beaux affrontements. Je sais que certaines personnes partent du principe qu'il faut protéger les jeunes combattants et les laisser gonfler leur palmarès pour qu'ils puissent rejoindre une grosse organisation, mais le MMA n'est pas la boxe anglaise. Un combattant peut avoir des embûches dans sa carrière et arriver au sommet plus tard, preuve en est, Francis Ngannou a littéralement perdu son deuxième combat, et Morgan Charrière, qui a connu plusieurs défaites, a signé à l'UFC cette année. Lorsqu'ils sont bien présentés, ce sont des combats qui attirent les foules, permettent souvent d'écrire du bon storytelling et surtout permettent de faire le tri parmi nos prospects. Ce que j'entends par là, c'est qu'on a pas mal de combattants prometteurs en France. Je considère d'ailleurs qu'on fait partie des pays européens avec le meilleur vivier, mais les places seront chères. Tous ces mecs-là n'iront pas à l'UFC, tous ne deviendront pas champions et la majorité va probablement rester dans des organisations mineures ou à l'échelle européenne. Les combats entre francophones permettent aussi d'établir une hiérarchie cruelle mais nécessaire de nos meilleurs talents. Cela aurait aussi l'avantage de construire la scène française qui part un peu dans tous les sens en ce moment. Je ne dis pas qu'il faut une structuration globale du MMA français, mais disons que les organisations pullulent dans tous les sens depuis quelques mois, ce qui est une bonne chose pour nos combattants qui bénéficient de plus d'opportunités, mais ce qui divise également les talents qui, même s'ils sont nombreux, ne sont peut-être pas si extensifs que ça non plus. Je ferai une vidéo sur comment je vois le MMA français actuellement, mais si vous voulez un avant-goût, il faut faire moins d'événements, il faut privilégier la qualité des soirées et il faut faire combattre plus de Français les uns contre les autres. Numéro 6, moins de soirées à l'Apex. Après cette parenthèse française, on revient aux affaires internationales et à l'UFC avec un souhait que je sais que tout le monde partage à part Dana White. Il faut arrêter avec l'Apex. Pour ceux qui ne le savent pas, l'Apex est le lieu dans lequel ont lieu les soirées un peu moins fournies de l'UFC. C'est une salle qui appartient à la promotion, située à côté de leur quartier général et qui est utilisée depuis la pandémie du Covid. Je vais commencer par rendre hommage à l'Apex. La salle a servi de solution miracle quand aucun événement sportif n'était possible aux États-Unis. Elle a permis de maintenir le calendrier de l'UFC et nous remercions la promotion pour avoir trouvé cette solution en temps de crise. Une fois que ça est dit, la pandémie est finie depuis longtemps et il est temps de quitter ce lieu. Il y a une raison pour laquelle l'UFC continue d'y faire des soirées bien sûr. C'est pratique, c'est peu coûteux et les moyens de production sont déjà là. L'Apex permet alors de faire tourner le calendrier dantesque de la promotion. Une fois que ça est dit, la salle rend les soirées fades et donne plus l'impression d'une paresse de la promotion qu'autre chose. Évidemment, on imagine bien qu'elle répond aussi à des réalités économiques pour l'UFC, mais les Fight Night hors de l'Apex sont tellement plus intéressants grâce à la foule que je ne comprends pas que ça ne redevienne pas la norme. Et je ne parle pas des soirées en Europe qui sont des événements spéciaux en soi, mais plutôt des soirées comme l'UFC Austin qu'on a eu il y a quelques semaines, ou encore l'UFC Kansas, où a eu lieu le combat entre Arnold Allen et Max Holloway. Il y a de quoi faire, et j'imagine qu'énormément de villes américaines veulent une soirée chez eux. Le titre de cette entrée est moins de soirées à l'Apex, parce que je ne suis pas complètement ahuri non plus, et je sais bien que l'UFC aura toujours quelques soirées avec une carte extrêmement pauvre, qui n'est pas présentable à un public. Mais il est l'heure pour l'UFC de reprendre sa route, et d'aller voir ce qui peut être fait ailleurs, et puisqu'on parle de ça, numéro 5, plus de soirées en Europe. En 2023, l'UFC n'est venu que 3 fois en Europe, 2 fois en Angleterre et 1 fois en France. Au vu de l'ambiance de ces soirées et de l'explosion de la scène européenne depuis quelques années, je trouve ça curieux que l'UFC n'essaye pas d'y venir un peu plus souvent, surtout que la promotion avait l'habitude de le faire par le passé. L'engouement pour le MMA est relativement récent en France, mais l'UFC est déjà venu en Suède, aux Pays-Bas, en Pologne, en Allemagne, en Russie, en Irlande, en République tchèque, au Danemark et en Croatie. Les soirées de l'UFC en Europe sont toujours un gros succès, et puis, il faut se le dire, les cartes n'ont même pas besoin d'être très fournies pour attirer les
foule. Je ne sais pas si vous avez regardé de près la carte du retour d'Aspinall à Londres cet été, mais ce n'était pas exactement une grosse soirée. Je pense que beaucoup de ces événements pourraient tenir sur 1 ou 2 combats, et d'ailleurs, vu l'engouement que l'UFC rencontre en France, je ne serais pas trop étonné qu'on ait le droit à des cartes un petit peu plus légères à l'avenir. Ce qui est certain, c'est que l'UFC a pas mal de stars européennes et que la promotion devrait s'en servir pour proposer plus de soirées sur notre continent. Et encore une fois, rien ne les oblige à proposer des cartes XXL à chaque fois. Je pense que les fans européens ont simplement envie d'encourager leurs poulains et que leurs combattants évoluent sur leur sol national. Nous avons la chance de savoir que l'UFC fera une visite annuelle chez nous, mais je n'imagine pas la frustration de certains fans européens. Rien que cette année, Marvin Vettori et Mateusz Gamrot ont main eventé des soirées à l'Apex et je ne sais pas vraiment ce qui a empêché l'UFC d'aller en Italie ou de retourner en Pologne. J'ai simplifié ce problème à l'Europe, mais c'est une situation qui s'applique évidemment à d'autres pays dans le monde. Et évidemment, en tant que fan français, on est bien loti de ce côté-là. Et d'ailleurs, en parlant de ça, numéro 4, un UFC Paris sans Cyril Gane. Je vous arrête tout de suite, j'adore Cyril Gane. La façon avec laquelle une partie du public français s'est détournée de lui cette année est affreuse et l'irrespect qu'il a reçu après son combat contre John Jones me dépecte au plus haut point. Je maintiens qu'il a fait une erreur dans son traitement de l'affaire Aspinall, et ce que je veux dire ici, ce n'est pas que je n'ai plus envie de voir Cyril Gane à Paris, mais que j'ai envie de voir une autre tête d'affiche. Le problème, c'est que Cyril est un poids lourd du haut du classement, ce qui signifie qu'il sera probablement le combat principal tant qu'il n'y aura pas de ceinture en jeu. La seule option que je vois pour qu'il puisse combattre à Paris l'année prochaine sans qu'il ne soit dans le main event, c'est que Manon batte Erin Blanchfield en mars et obtienne une chance à la ceinture à Paris. C'est possible en soi, mais il faut tout de même que pas mal d'étoiles s'alignent. Ce souhait prend également en compte un autre de mes souhaits pour l'année prochaine, qui est de voir un combat entre Cyril et Thomas Aspinall. Et soyons clairs, si ce combat a lieu, il aura probablement lieu en Angleterre. Mon souhait complet étant qu'il ait lieu en co-main event de la prochaine défense de titre de Leon Edwards. Évidemment, vous vous en doutez, si je veux un UFC Paris sans Cyril Gane, c'est pour avoir un autre Français en combat principal, sinon ça n'aurait aucun sens. À ce petit jeu-là, il n'y a que 3 combattants qui font vraiment sens, Manon Fiorot, Benoît Saint-Denis ou Nassourdine Imavov, qui sont bien sûr les 3 combattants classés de l'Hexagone. Je sais que Benoît a le vent en poupe en ce moment, mais si Nassourdine bat Roman Dolidze en février et que Manon bat Erin Blanchfield en mars, la hype autour d'eux va également se décupler. Il y a évidemment l'épouvantail Oumar Sy qui pourrait se retrouver classé assez rapidement, mais pour le moment, il n'a même pas fait ses débuts dans la promotion, donc on va se calmer. Cela étant dit, le candidat le plus probable reste BSD, que l'UFC semble apprécier et qui est sur une série de victoires redoutables. Qui que ce soit, je pense qu'il est temps pour un autre Français que Cyril de combattre en main event de l'UFC Paris, et on a plusieurs options, donc j'espère que ce sera le cas. Numéro 3, une refonte du système de classement. Il y a quelques mois, Dana White a soulevé l'idée d'élargir le classement à 20 noms par catégorie de poids. Mais selon moi, la taille des classements n'est pas le vrai problème, loin de là d'ailleurs. Il y a tellement de problématiques avec la façon dont sont faits les classements actuellement que je sais à peine par où commencer, alors je vais entamer le débat par l'interrogation majeure, qui vote pour l'établir. Je sais que Dana White aime beaucoup rejeter la faute sur les médias, mais comme on sait, la majorité des médias listés comme votants ne le sont plus en réalité. RMC Sport y a consacré un très bon article entier à l'occasion de l'entrée de Benoît Saint-Denis dans le top 15 des poids légers, et le constat dressé est que c'est un joyeux bordel. En plus d'éclaircissements sur les votants, des précisions sur les critères seraient les bienvenues parce qu'il semble parfois que les combattants bougent aléatoirement. On ne compte plus les inversions dans le classement alors que personne n'a combattu la semaine précédente, et tout cela me laisse bien sûr perplexe sur l'existence réelle d'une méthode pour déterminer le positionnement de chaque athlète. Et enfin, j'aimerais bien avoir des règles claires pour les athlètes qui ne combattent pas. Je sais que certains combattants se blessent et que ce n'est pas de leur faute, mais il est inconcevable qu'ils conservent une place pendant plusieurs années sans faire d'apparition. Et oui, c'est bien sûr une référence directe à la situation actuelle de Stipe Miocic, qui est toujours 4ème chez les poids lourds alors qu'il n'a pas combattu depuis le 27 mars 2021 et gagné de combat depuis le 15 août 2020. Lorsqu'il va obtenir son combat de titre contre John Jones, cela fera plus de 3 ans d'absence pour lui. Je pense qu'une règle ferme doit être établie pour faire disparaître un combattant des classements en cas d'inactivité. De la même manière, un combattant qui quitte la division pour aller combattre dans une autre catégorie de poids ne devrait pas conserver son classement, sauf circonstances exceptionnelles. Je vise ici Rafael Dos Anjos par exemple, qui est toujours classé chez les poids légers alors qu'il vient de combattre 2 fois de suite chez les poids welter. Si Dana White veut élargir le classement à 20 noms, pourquoi pas, mais il faut qu'il en profite pour changer la façon de faire et nous donner des éclaircissements parce que ce n'est plus possible de continuer ainsi. Numéro 2, l'arrivée du scoring ouvert. Pour ceux qui ne le savent pas, le scoring ouvert ou open scoring signifie que les combattants et leurs coins sont informés des scores des juges après chaque round, ce qui leur permet de savoir où ils en sont durant un combat et d'adapter leur stratégie. Cela pourrait également permettre d'atténuer une partie des critiques entourant les décisions litigieuses. Non pas que ça forcerait les juges à faire différemment, mais dans des combats extrêmement serrés, tout le monde saurait alors ce qu'il en est et si un finish est nécessaire à un combattant pour l'emporter. Ce n'est évidemment pas un système parfait, mais il me semble être un mécanisme nécessaire pour améliorer le sport dans sa globalité, que ce soit sa lisibilité mais aussi son spectacle. L'Octagone va d'ailleurs en user pour la première fois lors de son événement du 29 décembre, donc j'aurai un œil dessus pour voir ce que ça donne. D'une manière générale, c'est une nouvelle année avec des hauts et des bas pour les juges, et un peu plus de transparence ne devrait pas faire de mal en théorie. Mais comme on le sait, l'UFC et les différentes commissions sont généralement un petit peu frileux sur les changements à ce niveau-là, et notamment car cela mettrait beaucoup plus de pression sur les juges, mais qui sait, peut-être que c'est amené à changer cette année. C'est mon souhait en tout cas, et je pense que ça ferait pas mal de bien à l'UFC et au sport en général, vu qu'on sait très bien que si l'UFC en use et que ça fonctionne, tout le monde va commencer à le faire.
Par honnêteté, je dois dire que le défaut majeur du scoring ouvert est qu'un combattant qui est en avance sur son adversaire risque de ne plus prendre de risques et de simplement contrôler le combat, mais je dirais que ça pousserait aussi un athlète en retard à prendre des risques, donc je ne sais pas si cette critique est valide. La seule façon de le savoir pour sûr de toute façon, c'est d'essayer. Numéro 1, que le PFL fonctionne. Si vous me demandez mon avis sur le Bellator, sachez que je ne serai pas tendre avec la qualité marketing de l'organisation et son fonctionnement au global. Mais soyons clairs, sa disparition est une mauvaise chose. Avec la fin du Bellator, les combattants perdent une organisation qui paye correctement ses athlètes, ce qui est relativement rare, et désormais tous les regards se tournent vers le PFL. J'ai énormément de doutes sur la capacité du PFL à se développer. Je sais qu'en France, on a une bonne vision de l'organisation parce qu'elle a fait salle pleine lors de sa venue à Paris et que Cédric Doumbé et Abdul Abdouragimov sont des combattants très cotés, mais pour l'instant, l'organisation est un flop total outre-Atlantique. Les salles sont petites et ne sont pas remplies, le roster est plein de talents de seconde zone et l'argent semble être un peu jeté dans tous les sens sans raison apparente. Tant mieux pour les athlètes d'ailleurs, car certains combattants bénéficient de gros contrats, ce qui est toujours appréciable. D'ailleurs, mention spéciale à Olivier Aubin-Mercier qui a remporté 2 tournois à $1 million coup sur coup alors qu'il ne ferait probablement pas partie du top 15 de l'UFC. J'ai décidé d'appeler le PFL la bulle spéculative du MMA et je pense qu'il a bien fait de prendre sa retraite avant qu'elle n'explose. Je souhaite que le PFL fonctionne en 2024 de tout mon cœur, mais je vais être honnête, j'en doute vraiment. Le système de play-off se veut innovant mais il ne fonctionne pas et force les combattants à faire du MMA sans user de coudes, ce qui est très curieux visuellement. Mais surtout, l'UFC est un mastodonte aux États-Unis et la part de marché qu'il y reste pour une autre promotion de MMA est si faible qu'elle n'est même pas quantifiable. Tout n'est pas acheté bien sûr. On sent que le PFL est une organisation qui se veut novatrice et la Smart Cage est une bonne idée par exemple. Mais je pense que le PFL doit trouver une formule qui fonctionne rapidement parce que l'argent n'est jamais infini. Le rachat du Bellator est une première étape pour résoudre les problèmes de roster, mais maintenant, il faut attirer les jeunes combattants et devenir une alternative crédible sur le long terme et ça ne sera pas simple. Voilà mes 10 souhaits pour l'année 2024, il y en a plein d'autres qui s'attachent beaucoup à des combattants individuellement, notamment nos Français, voilà, j'ai plein d'envie pour nos combattants qui brillent cette année. Dites-moi ce que vous voulez, dites-moi c'est quoi votre souhait vous pour 2024, un truc à côté duquel je suis passé, ça peut être même être un combat que vous voulez voir, un main event, un combat particulier pour un Français par exemple, ou alors juste quelque chose de manière générale dans le MMA et dans l'UFC ou dans d'autres promotions d'ailleurs. Voilà, n'hésitez pas à me donner votre avis. Je réitère mes remerciements pour le soutien que vous apportez à la chaîne depuis le début d'ailleurs. C'est super appréciable et on continue de grossir et c'est super cool. Voilà, n'hésitez pas à liker, à vous abonner comme d'habitude et on se reparle bientôt. Je vous souhaite à tous une bonne fin d'année, de bonnes fêtes si jamais je sors pas de vidéo, une autre vidéo en plus. Et voilà, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et on se reparle bientôt. Salut les gars.